Bonjour les amis, me revoici Erwin pour ce deuxième numéro. Au sommaire, toujours l'actu collège avec l'orchestre, le nom des classes, la lecture et la sortie karting. Ensuite, nous avons la rubrique écologie et art et pour finir, les rubriques culture et sport. Tout d'abord, Lilou et Margot nous font découvrir les premiers pas des musiciens. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'orchestre du collège. Il y a 18 élèves inscrits. Les instruments sont la trompette, le tuba et le saxophone. Il y aura un concert pour le carnaval de Cône le 12 mars. Des répétitions auront lieu avec des collèges de Cône, l'harmonie de Cône et des musiciens colombiens pour un concert de fin d'année. La date n'est pas encore connue. Nous vous présentons 3 élèves de l'orchestre. Voici Harmonie au tuba. L'année dernière, elle faisait de la trompette. Voici Aurélien pour la trompette. L'année dernière, il faisait du saxophone. Voici Clara au saxophone. L'année dernière, elle faisait aussi du saxophone. Merci à eux. Au revoir. Ensuite, les secrets des noms des classes sont dévoilés par Gwendoline et Ambre. Bonjour, nous allons vous présenter les personnages célèbres des noms des classes. Anita Conti fut la première femme française océanographe au XXe siècle et la première femme militaire. Son but était de prendre conscience que la mer n'est pas une ressource. Madame Poinceau a décidé de choisir Anita Conti car d'abord, c'est une femme pour son engagement humanitaire. Degas. Edgar Degas est un artiste peintre du 19e siècle. Il est aussi graveur, sculpteur, photographe, naturaliste et impressionniste français. Madame Calvo Fernandez, notre prof d'art plastique, l'a choisi car elle adore cet artiste. 5e Grimm. Les frères Grimm étaient 2 linguistes, collecteurs de contes de langue. Leurs prénoms étaient Jacques-Ola Grimm et Wilhelm Grimm. Monsieur Mercadier a choisi Grimm car il aime les contes. 5e Comaneci. Nadia Comaneci est une gymnaste roumaine. Elle est considérée comme l'une des meilleures gymnastes des années 80. Madame de Villard, notre prof de sport, était gymnaste pendant 15 ans comme Nadia Comaneci. La gymnastique était son sport préféré. Elle a choisi Nadia Comaneci car c'est la seule athlète qui a obtenu les meilleures notes, c'est-à-dire 10 sur 10 au JO de Montréal. 4e Zola. Monsieur Albrock a choisi Émile Zola car c'est un écrivain du 19e siècle qui a défendu les valeurs républicaines. Par exemple, il a soutenu le capitaine Dreyfus, militaire injustement accusé de trahison car il était juif. Zola a donc lutté contre le racisme et l'antisémitisme. 4e Luther King. Luther King est le défendeur par excellence des droits des Noirs aux États-Unis. Il lutta pour améliorer la situation des Africaines américaines et de manière pacifique. Et il s'appelle Martin. 3e Riemann. Bernard est un mathématicien allemand du 19e siècle. Madame Brett a choisi Riemann parce qu'elle voulait un mathématicien ayant fait des travaux en rapport avec le programme de 3e. Voilà, on espère qu'on vous a appris des choses sur Les personnes célèbres et on vous dit à bientôt pour une nouvelle rubrique. Bisous. Dans l'actu collège, Margot et Lilou nous présentent qu'est-ce que le quart d'heure lecture. En quoi consiste-t-il ? Le quart d'heure lecture a lieu chaque semaine le vendredi. Il est fait pour que les élèves et les professeurs lisent un peu plus. Car beaucoup ne lisent pas assez et pour développer les intérêts de la langue. Pourquoi ? Plus on lit, plus on va vite. Quels sont les intérêts ? Tout d'abord, un temps culturel partagé par tous les membres de l'établissement. Ensuite, une découverte ou redécouverte de la lecture avec plaisir. Enfin, ce temps permet à chacun, une fois le temps de lecture passé, de reprendre son travail plus serein, plus posé et concentré. Pour la maîtrise de la langue et du vocabulaire français. La maîtrise de la lecture est essentielle à la réussite de la scolarité. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat de votre sondage ? 25% des personnes aiment bien le quart d'heure lecture. 19% des personnes adorent le quart d'heure lecture. 30% n'aiment pas.
48% détestent. Merci beaucoup d'avoir écouté et au revoir. Un autre, Mathilde et Louis, vont vous révéler le nom du meilleur pilote du karting du collège. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre journée kart au mois de novembre à Magny-Cours. Le conseil départemental a lancé un challenge kart à Magny-Cours auprès des élèves de 3e du département. Le but, détecter le futur pilote de Formule 1 et faire découvrir le circuit de Magny-Cours et ses activités. Notre classe a eu l'opportunité d'y participer. La matinée, nous étions répartis en 2 groupes avec chacun un kart. Notre objectif, faire un maximum de tours du circuit en 10 minutes. L'après-midi, nous avons visité le musée de la F1, les entreprises de Magny-Cours et 2 écoles de pilotage. Également dans l'après-midi, nous avons eu l'opportunité de pouvoir voir des Formule 1, des Ferrari, des Jaguars, des Porsche ainsi que des McLaren. Nous avons même pu monter dans une turbo et dans une Formule 1. Nous allons maintenant interviewer Sarah qui est la finaliste de notre collège. Elle participera donc à la demi-finale en février à Magny-Cours. Bonjour. Bonjour. Es-tu contente d'avoir été sélectionnée pour la demi-finale et pourquoi ? Alors tout d'abord, oui, je suis extrêmement contente d'avoir été sélectionnée pour la demi-finale, car tout simplement, devenir pilote de Formule 1 est mon plus grand rêve. Merci. Est-ce que tu avais déjà fait du karting avant et si oui, où ? Alors oui, j'avais déjà pratiqué le karting une fois à Magny-Cours. Est-ce que tu comptes devenir un jour pilote de Formule 1 ? Comme je l'ai dit avant, devenir pilote de Formule 1 est mon plus grand rêve, mais malheureusement, il est impossible. Cette journée t'a-t-elle plu et trouves-tu que cette initiative de la part du conseil départemental est une bonne chose pour les élèves ? Alors oui, j'ai trouvé cette journée agréable et je trouve que c'est une bonne initiative par le département, car tout simplement, il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité de faire une séance de cartes et je trouve que cette initiative est très bien. Et en plus de ça, ça nous permet de sortir du collège et de découvrir autre chose que les études. Merci pour tes précieuses informations. De rien. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. De plus, Mélina et Silène vont vous sensibiliser à la protection des animaux dans la rubrique écologie. Bonjour à tous. Pour ce nouveau journal, nous avons décidé de vous parler de 2 animaux en voie de disparition. Silène vous parlera du marsouin du golfe de Californie et moi du panda géant. Celui qu'on appelle vaquita, mais aussi marsouin, est le cétacé le plus menacé au monde, mais aussi le plus petit. La femelle mesure environ 1,40 m et le mâle 1,50 m. Il ne pèse pas plus de 55 kg. Dans le monde, il ne resterait plus que 30 marsouins et 12 vaquitas en vie. Il est menacé par sa capture accidentelle dans les filets à grande maille, mais aussi par la dégradation de leur habitat à cause de la pêche intensive et le développement des constructions comme les marinas n'arrange rien, ce qui réduit leur espace vital. Enfin, il y a la pollution causée par les pesticides qui touchent leurs organes. Pour la protection des marsouins, il y a des associations comme l'ICRVA, créée en 1997, et il y a aussi la WWF, World Wildlife Fund, qui se situe au Mexique. Il y a les contrôles de pêche qui ont été renforcés et quelques changements des techniques de pêche ont été effectués, plus la création de zones protégées pour les vaquitas. Alors pour conserver l'écosystème marin, nous devons à tout prix éviter les sacs plastiques. Le panda géant est un mammifère de la famille des ursidés. Il est carnivore, même si son régime alimentaire est constitué à 99% de végétaux et en particulier du bambou. Il ne vit que dans le centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts, sur seulement 20 parcelles en raison de l'essor démographique et des activités humaines. Il pèse entre 80 et 125 kg. Il mesure de 1,50 m à 1,80 m et en captivité, il peut vivre jusqu'à 30 ans. Le panda peut ingurgiter jusqu'à 20 kg de bambou par jour et passe 14 heures à les mastiquer, même s'il n'en digère que 17%.
Il est aussi l'emblème de l'association WWF et c'est même devenu un symbole global de lutte contre la disparition des espèces car il ne reste que 1864 pandas à l'état sauvage. La menace vient de l'explosion démographique qui entraîne une forte déforestation. Cette déforestation contribue au manque de nourriture et au manque d'espace. La protection du panda a débuté en 1979. La Chine et la WWF ont créé un plan d'action qui consiste à ouvrir des réserves naturelles consacrées aux pandas géants. Pour les aider à se reproduire, les zoos du monde entier accueillent des pandas géants, notamment en France avec le zoo de Beauval, le seul zoo de France qui en accueille. Dans ce zoo, il y a même un petit panda qui est né. Il se nomme Yuanmeng. Mais dans peu de temps, nous devons rendre ces pandas à la Chine pour qu'ils intègrent une réserve et retrouvent leur environnement naturel. Pour sauver les pandas, nous pouvons tous faire quelque chose. Par exemple, nous pouvons faire des dons à des associations comme la WWF pour les aider à financer et à créer de nouvelles réserves. Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro. Par ailleurs, dans la rubrique culture, Mathilde et Loulou vont vous parler du message poétique dans les Walt Disney. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Walt Disney. Ainsi que du film Wall-E. The Walt Disney Company est une entreprise américaine qui vit le jour en 1923 par Walt Disney sous le nom Disney Brothers Studio. À l'origine, le studio d'animation fut fondé par les deux frères, Walt et Roy Oliver, au début des années 1920, qui obtint rapidement un important succès. Walt Disney comporte à ce jour 7 activités dont les films d'animation et le tourisme. Aujourd'hui, il existe 12 parcs au monde, dont le premier fut créé et se trouve en Californie. Il a été inauguré le 17 juillet 1955. Disney a gagné plus de 10 milliards de dollars de recettes dans le monde depuis 1937 avec leur film d'animation dont le tout premier, Steamboat Willie, qui fit apparaître Mickey et Minnie en 1928. Le film qui a le plus emballé les téléspectateurs du monde entier est La Reine des Neiges, sorti en 2013. Ce film est aujourd'hui le plus rentable. Il a engendré des recettes qui s'élèvent à plus d'1 milliard de dollars. À mesure que la société évolue, que le numérique se développe, Disney s'adapte et se diversifie, notamment avec son tout nouveau site de streaming Disney+. Ils espèrent pouvoir faire concurrence à Netflix. Depuis 2010, Disney a eu pour projet d'ambitieux films tels que Wall-E dont nous allons vous parler aujourd'hui. L'histoire, qui se place dans le futur, suit les aventures d'un robot cubique nommé Wall-E, conçu avec une myriade d'autres robots pour nettoyer la Terre que les humains ont envahi de déchets. Les humains, quant à eux, se trouvent dans un vaisseau spatial à la recherche d'une autre planète. Il devient, au fil des années, le dernier robot de son espèce à fonctionner et va tomber amoureux d'un robot tout à son opposé dans sa consistance et dans ses manières, Eve. Il va donc la suivre dans l'espace pour une aventure qui va changer le destin de l'humanité. Je peux notamment dresser 3 parallèles avec notre monde réel. Tout d'abord, le président de la nouvelle planète des humains peut nous faire penser à l'actuel président des USA, Donald Trump. En effet, ce président s'est retiré, il est le seul du traité de Paris concernant l'écologie. De plus, le président dans le film est irrationnel et presque fou, tout comme notre blondinet préféré. En deuxième lieu, nous pouvons remarquer que dans le film, tout comme dans la réalité, un rêve de possibilités d'exoplanètes règne. Les humains de ces deux univers pensent pouvoir trouver une autre planète habitable du système solaire après avoir envahi la Terre. Finalement, je conclurai par une comparaison entre le film et notre réalité. Notre monde est le début et le film Wall-E est la phase finale de la robotisation progressive du monde qui deviendra un gros problème dans notre société. En effet, si nous ne voulons pas nous retrouver comme les humains de ce film, il faut réagir. Dans le film, les robots sont totalement soumis aux humains à leur service. Ils se révoltent également contre les humains. Merci de nous avoir écoutés. Et merci à Monsieur Jacquin pour cette rubrique. Salut! Au revoir. D'autre part, notre chroniqueur Aurélien va vous présenter un film et un livre. Enfin en DVD, le film événement de l'été, Dora et la cité perdue. Depuis des années, Dora épate les petits et les grands, mais elle doit quitter la jungle pour rentrer au lycée.
Au fil de son périple, Dora doit accomplir une nouvelle aventure. Mon avis, un film plus drôle que les dessins animés Dora l'exploratrice. Elle est surtout drôle dans les scènes de fin et ce film fantastique sort en DVD en décembre. Le chat de Gueuluc revient en librairie. La rumba du chat. Encore plus de gags, encore plus de fou rire que dans les précédents albums que vous n'êtes pas prêt de lâcher cette BD. Mon avis, le chat de Gueuluc est encore plus comique que les précédents albums et gags, et vous pouvez trouver cette BD en librairie ou en grande surface. Également, pour la rubrique art, Lola va vous expliquer qu'est-ce que le street art. Bonjour à tous, je vous présente le street art et j'ai posé quelques questions à notre professeure d'art plastique, Madame Calvo, et voici ses réponses. Tout d'abord, elle définit le street art comme un mouvement artistique qui trouve ses racines aux USA dans les années 60-70. En effet, une nouvelle forme d'expression se développe dans les lieux publics. Munis de bombes de peinture, des adolescents provenant de Manhattan, du Bronx et de Brooklyn peignent des graffitis sur les murs des métros et les wagons de la ville. Cet acte est alors considéré comme un acte de vandalisme. Petit à petit, les graffitis ont trouvé leur place dans les galeries d'art et les musées. Les graffeurs deviennent alors des artistes reconnus dont les œuvres se trouvent sur le marché de l'art. Ensuite, je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi le sujet du street art pour ses élèves de l'année dernière. Elle m'a répondu que l'idée vient de Madame Dolo, ancienne professeure d'anglais. Sous les conseils de Madame Poinceau, ils ont emmené la classe de 3e au Street Art City, l'Ursi Lévis. La visite les a enchantés. Dans les 128 chambres, ils ont découvert le travail d'artistes contemporains. Ce site est recommandé par Madame Calvo. La catégorie préférée de notre professeur dans le street art est la technique du pochoir. Une feuille de carton, de plastique ou de métal est découpée selon la forme désirée. Posée sur le support, la peinture est alors appliquée dans les parties évidées pour faire apparaître le motif. Le pochoir est réutilisable à l'infini. Enfin, son artiste préféré est Alexandre Farto, un artiste portugais né en 1987. Aux quatre coins du monde, il représente des visages sur les murs abandonnés des villes, sans bombes aérosols et sans pochoir, mais à l'aide de burins et de marteaux-piqueurs. C'est donc en retirant de la matière que son œuvre apparaît. Les portraits qu'il réalise sont gigantesques et très expressifs. Je vous présente les œuvres réalisées par les élèves de 3e l'année dernière. Tout d'abord, apparence. Ensuite, choix impossible. Chien triste, le vrai danger, aigle du désespoir, et enfin mauvais. Au revoir. Pour conclure dans la rubrique sport, je vais vous apprendre les règles du rugby. Bonjour, le rugby est un jeu qui se joue à 15 sur le terrain et bien sûr il y a des remplaçants. Les spécificités du rugby sont les mêlées, les touches et les équipes se disputent un ballon ovale et il peut se jouer à la main et au pied. L'objectif du rugby est de faire des essais. Par des drops qui sont des coups de pied tombés dans le cours du jeu. Il peut avoir une touche, c'est le nom donné à une remise de jeu consécutive à la sortie du ballon sur les côtés du terrain. Après, les joueurs et les joueuses font une mêlée lorsque la balle est lancée en avant. C'est-à-dire que les joueurs lancent la balle à leur coéquipier en avant, alors que d'habitude, elle doit être lancée en arrière. Et bien sûr, n'oubliez pas de soutenir l'équipe de Nevers-Luçon qui joue bien sûr en Pro D2. Au revoir. Et nous voici à la fin de notre deuxième journal Clément Faux. Merci et à bientôt les amis.